Salut à tous, je me permets une petite section scriptée pour parler rapidement de ce qui s'est passé à Nantes aujourd'hui. Si mon avis sur la question ne vous intéresse pas et que vous voulez passer à la vidéo habituelle, je vous laisse aller directement au timer qui s'affiche à l'écran. J'ai lu une petite partie du manifeste rédigé par l'auteur des faits, Justin. C'est un jeune homme de 15 ans qui a eu le cerveau rempli de messages volontairement alarmants et hystérisants depuis son plus jeune âge. Des messages de fin du monde constants depuis qu'il est en âge de comprendre quoi que ce soit, des messages venant de gens comme Sandrine Rousseau ou Marine Tondelier, que la planète va mourir et que personne ne fait rien pour arrêter ça. Hier nous rigolions ensemble de l'éco-anxiété, aujourd'hui on se rend compte des effets que ça a réellement. Pas sur les gens qui en sont atteints, sur les autres. J'estime à titre purement personnel que si le discours vis-à-vis de l'écologie, venant des différents partis politiques, mais surtout d'Europe Écologie Les Verts, ne change pas au profit d'un discours plus intelligent, moins culpabilisant et moins alarmiste, ils seront alors complices de cet événement et de tous les autres qui suivront. Quant à Justin, qu'on l'envoie casser des cailloux en Guyane. À 15 ans, on est assez grand pour savoir que tuer des gens parce que la planète meurt, c'est pas bien. Qu'il soit diagnostiqué ou non d'une éventuelle maladie mentale a posteriori, il ne mérite qu'une seule chose, passer sa vie au trou. Évidemment, j'envoie toute ma sympathie et mes condoléances à la famille de la victime, et j'espère que les blessés se remettront sans séquelles physiques, et que blessés comme témoins se remettront de leurs séquelles psychologiques. Aussi un grand merci aux personnes qui ont permis de limiter les dégâts, même si un de ces dégâts est déjà beaucoup trop. Je n'en avais pas encore parlé de notre Premier ministre François Bayrou, qui, d'après cet article d'Europe 1, exhorte à maîtriser les mesures catégorielles. Fonction publique, François Bayrou exhorte à maîtriser les mesures catégorielles. Le Premier ministre François Bayrou a exhorté jeudi le gouvernement à la rigueur dans l'exécution du budget, notamment concernant les dépenses catégorielles, ciblées en faveur de certaines catégories d'agents publics dans la police, la justice ou l'éducation. La masse salariale des agents de la fonction publique a atteint 107 milliards en 2024, en hausse de 6,7%, et la maîtrise de ces dépenses, en particulier les mesures catégorielles, doit impérativement être renforcée selon une circulaire du Premier ministre adressée au gouvernement et diffusée jeudi. Alors, 6,7%, c'est énorme. C'est plus que la croissance du PIB et l'inflation combinée. Donc en ajustant avec ces deux paramètres, on doit être minimum à 3%. Donc l'impact de la masse salariale sur les dépenses publiques a augmenté de 3% en un an, ce qui est énorme. Une hausse de 3,7 milliards d'euros de la masse salariale de l'État. Emploi, crédit, masse salariale, la circulaire de François Bayrou exhorte le gouvernement à la rigueur dans l'exécution du budget, et en particulier concernant les dépenses catégorielles. Des mesures décidées par les ministères et ciblées en faveur de certaines catégories de gens publics dans la police, la justice ou l'éducation par exemple. Au seul titre de l'année 2024, les mesures catégorielles se sont traduites par une hausse de 3,7 milliards d'euros de la masse salariale de l'État. Peut-on lire dans ce document, et elle représente une enveloppe de crédit nettement supérieure à celle consacrée aux mesures générales. Si ces politiques ciblées peuvent être légitimes, afin notamment de mieux reconnaître certaines missions essentielles ou de remédier à des difficultés d'attractivité de certains métiers, elles peuvent également être source d'inégalité si elles ne s'inscrivent pas dans une approche d'ensemble, peut-on lire. C'est leur seul problème avec ça ? Être source d'inégalité, c'est leur seul problème avec ce truc. On ne vit vraiment pas dans le même monde, hein. D'autre part, ces mesures sont pérennisées dans les dépenses de masse salariale dès l'année suivant leur mise en œuvre et ont pour conséquence une augmentation des dépenses de personnel à long terme, relève le Premier ministre qui Vous arrêtez avec cette formulation, Europe 1 ? C'est dur à dire. À l'avenir, les ministres sont invités à justifier d'éventuelles demandes de mesures catégorielles, notamment par une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la situation démographique et l'attractivité des missions. Les demandes devront également être assorties de propositions visant à simplifier le cadre statutaire, indiciaire et indemnitaire, sans surcoût. Et ces propositions pourront aboutir à supprimer des régimes indemnitaires obsolètes ou à envisager des fusions de corps, peut-on également lire. Bon, sans même parler du fait qu'ils parlent même pas de la nécessité des postes en question, il y a quelques petites phrases qui me font un peu tiquer, de mon côté. Notamment celle-ci. Je comprends peut-être mal la phrase, hein, mais est-ce que ça veut pas dire qu'on n'est même pas foutu de pouvoir augmenter des gens à l'année N, et on est obligé d'attendre l'année N+1 ? Tellement l'État est tentaculaire et kafkaïen, on ne peut même pas augmenter les fonctionnaires l'année même. J'espère mal comprendre, parce que ce serait quand même un peu ridicule. Et c'est pas aidé par ça, hein, cette compréhension. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit aveu de faiblesse, quoi. Bon, je suis très critique, évidemment parce que c'est notre adoré François Bayrou, mais si ça va vraiment dans ce sens,
c'est pas une mauvaise chose. Bon, les augmentations sont trop élevées, mais s'il y a simplification n'importe où dans le système, on prend. Petite victoire, allez, on se l'accorde. Et pour le deuxième article, apparemment je ne suis pas le seul à être fiscalo-anxieux, puisque les salariés français sont parmi les moins engagés en Europe. Alors, je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par engagé, mais on espère que ça sera expliqué dans l'article. Stress, fatigue et colère. Les salariés français parmi les moins engagés en Europe. La motivation des salariés français reste une des plus faibles en Europe. C'est la conclusion de l'édition 2025 de l'étude mondiale State of a Global Workplace de Gallup sur l'engagement des salariés dans leur entreprise, avec plus de 200 000 travailleurs interrogés. C'est même la 5e année consécutive que la France se retrouve en bas de classement, avec un taux d'engagement de seulement 8%, contre une moyenne mondiale de 21%, moins 2 points sur un an, et de 13% au niveau européen. Seule la Croatie fait moins bien. A l'inverse, 74% des salariés français se disent désengagés dans leur mission, dont 18 activement, contre 62% et 17% au niveau mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ok, mais qu'est-ce que ça veut dire être engagé et désengagé? Quiet quitting. Ce désengagement, également appelé quiet quitting en Amérique du Nord, se traduit par une motivation au plus bas et une propension à n'assurer qu'un service minimum dans ses missions. D'accord, ok. Une tendance qui semble progresser depuis la crise du Covid et alimentée par un contexte mondial anxiogène. Alors je ne peux pas parler pour tous les pays, mais pour la France, j'ai ma petite idée de pourquoi. Les salariés français, 38%, se disent ainsi victimes d'un stress important au quotidien, ce qui les place au 19e rang européen. Plus le classement est bas, plus les salariés... Okay. 19% indiquent même... Ah, petite coquille, le stagiaire de BFM qui va se faire virer malheureusement. 19% indiquent même être en colère la plupart du temps, 9e rang en Europe, 18 se disent tristes au travail et 17 se sentent seuls, 7e place en Europe. Alors stressé et triste, je comprends, mais en colère? T'es là, t'arrives au taf, t'as envie de casser la gueule de ton manager? Ouais, remarque. En fait, d'accord, je comprends. Et pour ceux qui se sentent seuls, c'est ceux qui supportent mal le télétravail, j'imagine? Les travailleurs français sont malgré tout 41% à déclarer s'épanouir dans leur vie, contre 33% à l'échelle mondiale. Bah de quoi on se plaint alors? Ça va, on est bien là. Le pays se classe au 24e rang européen pour ce critère, très loin derrière la Finlande ou même la Belgique. Ah oui, mais du coup, à l'échelle de l'Europe, on est catastrophique. Il y a un autre endroit où on est catastrophique, pas qu'en Europe d'ailleurs, mais... Ah mince, je l'ai sur le bout de la langue, c'est... Ah, je retrouve pas. C'est con. Mais ça commence... Ah, ça... C'est les deux mêmes lettres, fils... Ah, je retrouverai pas. Tant pis. La Roumanie championne de l'engagement. Conséquence, ils sont 51% de salariés français à considérer que c'est le bon moment pour changer de job, et 29% cherchent activement. Un taux majoritaire mais très inférieur à de nombreux voisins, 87% des salariés néerlandais estiment que c'est le bon moment, 72 en Allemagne, 69 en Belgique. Donc malgré le fait qu'on soit manifestement très malheureux dans notre travail, on est aussi parmi ceux qui cherchent le moins à changer de taf. Est-ce que le problème ne serait pas lié au travail, mais au système qui encadre le travail? Alors si seulement j'arrivais à retrouver le mot là, ça c'est Ah, vraiment, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça vient pas. Hein. En Europe, c'est en Roumanie où l'engagement des salariés est le plus élevé, 35%, devant l'Albanie, 29%, et Kosovo, 25%. Suivent la Suède, l'Estonie et l'Islande, puis Malte. C'est quand même bas partout. Et je dis pas ça... C'est vrai que j'utilise le même ton, mais c'est pas ironique cette fois. Non, c'est vrai que c'est quand même assez bas partout, pour le coup. C'était combien la France déjà? C'était 8%, ok. Alors oui, du coup, c'est bas en Europe, mais c'est cataclysmique en France. Chypre réussit l'exploit de concentrer le plus de salariés stressés, en colère, tristes et se sentant seuls. Content de vivre à Chypre. Logiquement, les salariés de l'île coupée en deux sont seulement 20% à s'épanouir dans leur vie, au 38e et dernier rang européen. Non mais du coup, qu'est-ce qui se passe à Chypre? Pourquoi tout le monde est stressé, en colère, triste et se sent seul? Alors j'ai demandé à ChatGPT pour essayer de m'aiguiller un peu. Bon, c'est ChatGPT, ça vaut ce que ça vaut. Mais apparemment, c'est surtout, entre guillemets, géopolitique comme explication.
C'est notamment par rapport au fait que l'île est coupée en deux, une partie Chypre, et l'autre partie qui est réclamée par la Turquie. Et c'est par rapport à une énorme précarité dans leur économie à cause de à cause de la crise de l'euro, manifestement. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, le like, le commentaire, blablabla, la chaîne principale, blablabla, abonne-toi pour ne rien manquer.